France Inter, il est 6h15 et c'est l'heure de Grand Angle. Vous connaissiez le musée du Louvre à Paris, mais connaissez-vous le Louvre de Lens? Notre émission est consacrée ce matin à ce nouveau musée qui a ouvert ses portes depuis 1 mois dans le nord de la France, plus précisément dans le département du Pas-de-Calais. Et 1 mois après son ouverture, on compte déjà près de 120 000 visiteurs. À Lens, l'arrivée de ce musée semble faire l'unanimité dans la population locale. Depuis son ouverture, les restaurants sont toujours pleins. Ils ont affaire à une nouvelle clientèle constituée principalement de Belges, car beaucoup de personnes viennent de Bruxelles. Les Anglais sont encore rares, mais on a vu des Italiens, des Polonais et même des Chinois. Donc on vient du monde entier à Lens. Beaucoup de Parisiens arrivent pour la journée en prenant le train. Mais la majorité des touristes vient tout de même du Pas-de-Calais, et ces touristes font eux aussi l'aller-retour dans la journée. Que se passe-t-il quand on veut dormir à Lens? Il existe des hôtels, mais beaucoup choisissent les chambres d'hôtes parce qu'ils préfèrent l'hébergement en famille. Et leurs commentaires sont très encourageants, car souvent, les touristes avaient des préjugés avant de venir dans le Pas-de-Calais. Mais beaucoup maintenant disent qu'ils vont revenir parce qu'ils ont envie de visiter la région. Une petite ombre au tableau. Beaucoup se plaignent qu'il est difficile d'arriver au musée à partir du centre-ville et inversement. Pourquoi? À cause de la mauvaise signalisation. C'est un problème que la mairie a promis de résoudre rapidement. Tout sera rentré dans l'ordre dès le printemps prochain. Exercice type 2, émission radiophonique 2. Vous savez que dans le domaine de la technologie, la concurrence est impitoyable. Alors quoi de neuf aujourd'hui? Eh bien, je vais vous faire rêver avec le smartphone du moment, le dernier né d'une grande marque. C'est la Rolls-Royce des smartphones, ou au moins la Ferrari, car on ne peut pas vraiment parler de luxe. C'est surtout de puissance qu'il s'agit ici. Un vrai smartphone de compétition en quelque sorte. Et d'ailleurs, on s'en aperçoit au moment de l'acheter, car il n'est pas très bon marché. Il faut le dire, si des extraterrestres débarquaient aujourd'hui sur Terre, il faudrait leur présenter ce smartphone, car cet appareil concentre tout ce qui se fait de mieux du point de vue technique. Un processeur hyper puissant, un appareil photo haut de gamme, Wi-Fi, Bluetooth, etc., etc. Cet appareil est plein de fonctions. Des fonctions curieuses avec des tas de noms compliqués comme AirView, Eye Track Tracking, Smart Scroll. Ça veut dire quoi? Ça veut dire par exemple que vous allez pouvoir commander l'appareil avec le regard. Oui, vous avez bien entendu, simplement en regardant votre téléphone. On vit vraiment dans un monde nouveau, un monde révolutionnaire. Bref, l'appareil est plein de choses amusantes. Sauf qu'on se demande si tout est réellement utile. Bien sûr, il y a des fonctions qui sont utiles, mais d'autres sont seulement là pour prouver à l'utilisateur qu'on peut faire plein de choses, comme par exemple se servir de l'appareil sans toucher l'écran. Mais ça ressemble plutôt à un gadget. Ce qui est très pratique au contraire, c'est le traducteur intégré, qui est génial si vous voyagez beaucoup. Vous dites une phrase en français et l'appareil est capable de la traduire et de la prononcer oralement dans l'une des 9 autres langues disponibles. C'est incroyable. Mais attention, cela nécessite une connexion Internet. La compagnie prévoit de vendre 30 millions d'exemplaires de l'appareil. À qui exactement? Eh bien, la compagnie vise un peu tous les publics, et pas simplement les ingénieurs. Car c'est un appareil qui, avec toutes ses fonctions, peut convaincre le grand public. Mais enfin, il ne faut pas oublier que c'est un smartphone, donc si vous l'achetez, il vous faudra au moins 15 jours ou 1 mois avant d'apprendre à l'utiliser parfaitement. Vous êtes prévenus. Exercice type 2, émission radiophonique 3. Pourquoi est-il aussi difficile de choisir un séjour linguistique sérieux? Premièrement, parce qu'il faut trouver un organisme qui offre des prestations de qualité. Mais là, premier problème, car les organismes qui proposent des séjours linguistiques, il y en a presque trop. Une chose est sûre, c'est qu'ils sont très nombreux, ce qui ne facilite pas le choix. Ensuite, évaluer la qualité du marché des séjours linguistiques est difficile. Souvent, les programmes proposés contiennent des promesses difficiles à réaliser. Bien sûr, il existe 2 organismes officiels qui contrôlent la qualité de ce type de séjour. Mais en réalité, le plus gros problème, c'est que les adolescents et les parents ne sont pas toujours d'accord. Les critères des parents qui ont pour objectif numéro 1 l'apprentissage d'une langue ne sont pas les mêmes que ceux de l'ado qui a évidemment envie de s'amuser. En résumé, si l'ado a passé un bon séjour, peu lui importe si son niveau linguistique a progressé. Si vous avez trouvé le bon organisme, vous devez maintenant choisir la formule idéale. L'âge est évidemment un critère fondamental. En général, le séjour en famille est à réserver aux enfants de plus de 15 ans. Pour les plus jeunes, on conseille des séjours en collège avec cours et activités du style summer camp, c'est-à-dire une sorte de colonie de vacances. Pour les plus grands, entre 15 et 18 ans, il existe aussi les cours d'été en université, mais là, il faut déjà avoir un bon niveau de langue.
Dans tous les cas, il va vous falloir investir, car les séjours linguistiques sont chers. En Europe, pour un séjour de 15 jours à 3 semaines avec immersion en famille, comptez entre 1 200 et 2 000 euros. Pour la même formule aux États-Unis ou en Australie, comptez de 2 500 à 3 000 euros pour un séjour de 3 semaines. Mais comment allez-vous choisir la destination? Là encore, ce n'est pas facile. Les grandes villes touristiques comme Londres sont certes attirantes, mais on y rencontre beaucoup de touristes et donc beaucoup de Français. Conséquence, elles sont beaucoup moins efficaces pour faire des progrès en langue. Et puis il y a aussi des destinations glamour comme Oxford ou Cambridge qui font rêver, mais les prestations qui sont proposées sur place sont de niveau inégal. Donc, si vous voulez vraiment apprendre l'anglais, il vaut mieux une ville moins à la mode. Vous êtes prêts à partir? Bonne chance! Exercice type 2, émission radiophonique 4. Vous vous êtes disputé avec vos voisins? Vous ne connaissez pas vos voisins? Il est encore temps de vous préparer. Vendredi prochain, c'est la 13e édition de la Fête des voisins. L'an passé, presque 7 millions de Français y ont participé et 14 millions d'Européens ont décidé de les imiter. Car la Fête des voisins permet de se rencontrer, c'est un bon prétexte pour connaître des gens sympas qui peuvent devenir des amis. Cette manifestation a été inspirée par un événement tragique. Il y a 13 ans, dans un immeuble parisien, une dame âgée est morte seule dans son appartement. C'est pour que ce drame ne se répète plus qu'est née la Fête des voisins. Si vous n'avez jamais participé, vous vous posez sans doute des questions comme par exemple « Est-ce que l'organisation de ce rendez-vous demande des compétences particulières ?» Eh bien rassurez-vous, il suffit d'ouvrir sa porte, ouvrir son cœur. On n'a pas besoin d'avoir fait des études et d'avoir beaucoup de diplômes. Tout le monde peut le faire et c'est pas compliqué. On trouve 1 ou 2 voisins sympas pour commencer, on sort une petite table, quelques chaises, on met tout ça dans le hall de l'immeuble, dans la cour, dans le jardin, un barbecue s'il fait beau, on apporte un peu de boisson, quelques cacahuètes et on demande à chacun d'apporter quelque chose. Vous êtes sceptique, mais vous serez surpris par la générosité des gens. C'est vraiment ça le secret de la fête des voisins, avoir envie de faire plaisir aux autres, d'aller vers les autres. Certaines mairies apportent également des aides en fournissant les t-shirts de la fête des voisins, des affiches et puis aussi les invitations pour faire connaître la manifestation. Mais ça peut être aussi des chaises, des tables, donc n'hésitez pas à aller voir votre maire pour lui demander. Et puis ce soir-là, on peut faire du bruit, c'est permis, car ça ne dérange personne, parce que la fête des voisins, c'est des gens qui bavardent, qui discutent. Cette fête, elle existe en France, mais aussi depuis quelques années à l'étranger. C'est la France qui a lancé l'idée, et puis l'idée a fait le tour de la planète. Cette année, 5 pays d'Afrique vont le faire, l'Asie est partenaire, au Québec il y a 200 mairies qui le font. Alors, vous êtes convaincus? Vous avez envie de passer un bon moment? Inscrivez-vous à la fête des voisins, c'est important pour apprendre à mieux vivre ensemble en ville. Bienvenue à notre émission La Fabrique de l'Histoire. Histoire, actualité, comme tous les vendredis et comme tous les premiers vendredis de chaque mois, la table ronde autour de la fiction d'histoire. Romans, bande dessinée, cinéma, avec aujourd'hui Séverine Liattard de La Fabrique de l'Histoire, Pascal Horry, professeur d'histoire à Paris 1 et Maurice Dalméda, professeur d'histoire à Paris 2. Au programme ce matin, Casse Départ, un film qui sort la semaine prochaine, réalisé par Thomas N'Gijol, Fabrice Eboué et Lionel Stecté, et qui est une comédie qui empoigne dans un aller et retour entre le XVIIIe et le XXIe siècle la question de la mémoire de l'esclavage. Puis une bande dessinée, L'année du lièvre, signée Tian, dans la collection Bayou chez Gallimard, qui nous plonge dans le Phnom Penh du génocide cambodgien. Nous parlerons ensuite d'un western moderne qui vient de sortir en salle et qui s'intitule classiquement La dernière piste, mais qui tente de nous donner une vision plus renouvelée de la conquête de l'Ouest et dernière fiction à soumettre à la sagacité de nos historiennes et de nos historiens, un roman espagnol qui vient tout juste de sortir, Secret d'alcôve de Carmen Domingo qui raconte la guerre civile espagnole vue par les femmes et pas n'importe quelle femme. Source, France Culture. Luc Châtel, ministre de l'Éducation nationale, a remis cette semaine leur diplôme à 32 élèves ayant obtenu plus de 20 sur 20 au baccalauréat. Parmi eux, il y avait une seule bachelière de section littéraire, Camille Léonard. La jeune fille est la seule élève de filière littéraire à avoir obtenu une note supérieure à 20. Une vraie performance que n'a pas oublié de souligner le ministre en déclarant « Obtenir 20 en section littéraire est plus compliqué que dans les filières scientifiques. » Camille est une adolescente de 16 ans.
Elle a les cheveux châtains et mi-longs, et elle a toujours eu confiance en elle. Car pour Camille, le bac n'était qu'une formalité. Derrière ses lunettes, Camille a déclaré qu'elle s'attendait à avoir de bonnes notes et la mention très bien, car c'était l'objectif qu'elle s'était fixé. Et ces notes, en effet, rendraient jaloux plus d'un camarade. 20 en allemand et en cinéma, 19 en philosophie, littérature et français, 18 en mathématiques et histoire, 17 en anglais, sport et sciences. Mais pas de quoi étonner sa mère, car ces bons résultats sont le résultat d'un long travail quotidien depuis son plus jeune âge. Car Camille a règle d'or, travailler. Tout au long de sa scolarité effectuée à Lille, elle a toujours obtenu des moyennes générales oscillant entre 16 et 20. Elle savait qu'il y a toujours une part de chance dans un examen, mais travailler sérieusement tout au long de l'année scolaire permet de parer à toutes les éventualités. Après la remise de diplôme, dans les salons du ministère, la jeune fille, qui n'a pas encore 17 ans, a répondu aux questions des journalistes avec aisance. Elle a raconté qu'elle savait lire dès la maternelle et qu'elle est entrée à l'école élémentaire avec 1 an d'avance. Et en sautant une classe aussi jeune, elle s'est adaptée à l'âge de ses camarades. Finalement, aujourd'hui, elle a la maturité d'une jeune fille de 18 ans, alors qu'elle a presque 2 ans de moins. Il est difficile de ne pas voir en elle l'image de l'élève modèle. Mais Camille proteste quand on l'appelle ainsi. Il ne faut pas croire que je passe mes journées dans ma chambre à étudier. C'est ce qu'elle dit, un peu énervée, et elle jure qu'elle a de nombreux loisirs. La nouvelle bachelière partage son temps libre entre le cinéma, la lecture et le sport. Car le sport, c'est important pour avoir un esprit sain. Quant à la suite, la bachelière a déjà tout prévu. Elle déclare avec confiance « Je veux être écrivain ». L'écriture est quelque chose que j'ai en moi. Je crois que ce que j'aime, c'est avant tout le côté artistique. On attend maintenant le premier roman de Camille Léonard. Source, l'Express.